Bienvenue dans le débat consacré aux tensions entre la France et l'Algérie. Dernier contentieux en date, le refus d'Alger de mettre à exécution l'expulsion par Paris de l'influenceur Doualem Naman et son renvoi vers la France. Doualem Naman avait été arrêté à Montpellier après une vidéo publiée sur TikTok appelant à une sévère correction de tout opposant politique au régime algérien. Cet épisode a suscité la colère du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a accusé Alger de chercher à humilier Paris. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, affirme de son côté que si Alger continue l'escalade, la France devra riposter. Alger accuse au contraire Paris de pousser à l'escalade. La crise diplomatique entre la France et l'Algérie semble atteindre un paroxysme. Alors depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, les tensions entre la France et l'Algérie se multiplient, notamment avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à Alger. Alors entre l'Algérie et la France, est-ce l'escalade effectivement? Comment en est-on arrivé là? Paris et Alger vont-ils bel et bien vers une rupture? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nadia Henni Moulay. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, également écrivaine. Votre roman Un rêve de Rive a été publié aux éditions Pocket. Et c'est un récit sur votre père qui est algérien et qui est arrivé en France. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons Belkir Belhaddad. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes député de Moselle, apparenté au groupe Ensemble pour la République. Et vous êtes également président du groupe d'amitié France-Algérie. Nous avons ce soir avec nous Antoine Glaser. Bonsoir. Journaliste spécialiste de l'Afrique, également co-auteur de Le piège africain de Macron, publié chez Fayard. Avec nous également ce soir Rachel Binas. Bonsoir. Journaliste à Marianne. Vous êtes d'ailleurs la première journaliste à avoir révélé l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie. Bienvenue à vous. Merci. Après le refus d'Alger, l'influenceur algérien Doualem est donc en rétention en France. Il est à Nîmes et son placement administratif a été prolongé de 26 jours par le juge des libertés. Ses avocats font appel. La relation entre la France et l'Algérie a toujours été tumultueuse, il faut le dire, mais depuis quelques mois, est-on dans une escalade? On fait d'abord un point en images avec Ludivine Blazy. Pour avoir posté sur les réseaux sociaux une vidéo appelant à la violence, cet influenceur algérien a été expulsé de France jeudi. Mais arrivé à Alger, il est refoulé, car interdit de territoire selon les autorités locales. Une provocation pour Paris, qui menace de répliquer et invoque tout un arsenal diplomatique. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Je pense que toucher les dirigeants ou la plupart des dirigeants algériens, ça me paraît plus intelligent, plus efficace et ça peut se faire très rapidement. Pour le ministère des Affaires étrangères algérien, il n'y a pas d'escalade, de surenchère ou d'humiliation, mais une extrême droite revancharde et haineuse qui mène actuellement une campagne de désinformation. Une position impensable pour Bruno Retailleau. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Depuis le début de l'année, dans un contexte de tensions diplomatiques intenses, 4 autres influenceurs algériens ou franco-algériens sont visés par des procédures en France, tous pour des propos haineux tenus en ligne. Belkir Belhaddad, à votre avis, est-ce que c'est vraiment l'escalade entre Alger et Paris aujourd'hui ? En tout cas, le constat qu'on peut faire, c'est effectivement une escalade depuis maintenant plusieurs semaines, qui fait suite, comme vous le disiez tout à l'heure, à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental, mais également pour avoir accompagné le président de la République en Algérie en août 2022, de la signature finalement d'un certain nombre de lettres d'intention qui, en langage diplomatique, sont très peu de choses finalement. Et donc, on est vraiment... Qu'est-ce que vous voulez dire par lettre d'intention? Ce sont en fait ce sont même pas des accords, ce sont des volontés communes de pouvoir travailler sur un certain nombre de sujets en matière sécurité, en matière de transition écologique, en matière sportive, puisqu'nous avons accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques l'an passé, et finalement, elles étaient vides de sens. Habituellement, quand on se déplace à l'étranger avec toute une délégation, etc., on s'attend quand même à des accords de coopération importants
ambitieux pour les deux pays, et ce n'a pas été le cas, malgré les mains tendues également d'Emmanuel Macron sur les questions mémorielles. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à avancer avec nos homologues algériens sur l'ensemble des sujets, hormis peut-être le volet sécurité. Donc ça, c'est le contexte de cette escalade. Vous diriez également escalade, Nadia Henni-Moulay? Est-ce que je dirais escalade? Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est un peu la relation naturelle entre la France et l'Algérie. C'est une relation naturelle. Ouais, c'est une relation qui a du mal à sortir de ce passé, finalement, qui a du mal à passer. Alors, instrumentalisé ou pas, des deux parties d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a une instrumentalisation de cette question mémoriale des deux côtés. Ceci dit, quand Macron arrive en 2017, je parle de 2017, je ne parle pas du deuxième mandat, et même avant, quand il est candidat, effectivement, il montre une volonté d'en finir, de solder ce passé colonial. Mais finalement, moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur cette question, et je me rends compte à quel point, finalement, cette question coloniale, il y a une centralité de ce sujet qui dépasse la question de l'instrumentalisation. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, du côté français, on a du mal à passer à autre chose. Ce n'est pas uniquement l'Algérie, je pense. Et je pense que du point de vue de l'Algérie, on attend aussi d'être considéré autrement que comme un marché, parce qu'on serait l'ancienne colonie, mais plutôt d'être considéré comme un partenaire d'égal à égal. On a l'impression d'un malentendu, en fait. C'est ça, je pense que chacun instrumentalise un peu cette histoire coloniale à des fins qui ne sont pas toujours en phase avec une réconciliation. Rachel Binas. Vous qui avez révélé la détention de l'écrivain Boualem Sansal, on va y revenir, mais bon, effectivement, vous parleriez, vous, d'escalade ? Alors, d'escalade, certainement, mais je ne crois pas qu'on puisse renvoyer dos à dos aussi facilement, si on se penche ne serait-ce que sur le réel des choses, les deux gouvernements. Il faut rappeler des choses qui sont peut-être une évidence pour ceux qui connaissent bien l'Algérie et qui n'y ont pas forcément d'intérêt économique, etc., politique, c'est qu'il s'agit d'un régime qu'on pourrait qualifier d'autoritaire. Vous ne faites pas du journalisme en toute liberté. Vous êtes arrêté si votre parole est trop libre. C'était encore le cas la semaine dernière. Alors on peut citer le cas de Boualem Sansal, mais hélas, Boualem Sansal, c'est un cas parmi d'autres. Alors il nous touche particulièrement. Il est franco-algérien, il a 80 ans, il est malade, il est retenu encore par le régime, mais vous n'entrez pas et vous ne sortez pas tout à fait librement en Algérie. Donc vous ne mettez pas les deux pays sur le même plan. Je crois qu'on préfère tous, en tout cas quand on est journaliste et même quand on est citoyen, être citoyen de la France plutôt que de l'Algérie. Ensuite, on pourra revenir sur les différents liens, les relations qui sont très fortes. La France, il ne faut pas l'oublier, ça a été une terre refuge pour les opposants, il y a une époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, pour les opposants algériens. Donc la relation est bien plus complexe qu'une simple histoire mémorielle, coloniale qui n'aurait pas été réglé. Aujourd'hui, la France, c'est l'un des arguments évoqués, comme Israël, comme d'autres mots comme ça qui font office de repoussoir en Algérie, pour justifier une politique notamment économique, sociale, qui ne porte pas ses fruits dans le pays. Antoine Glaser. En fait, l'éléphant dans la pièce, ça a été dit, c'est quand même l'affaire du Sahara occidental. C'est là où la France était à peu près à égale distance pendant très longtemps entre l'Algérie et le Maroc. On a bien vu comment, finalement, Emmanuel Macron, c'était assez hallucinant quand on a vu, quand il est allé en Algérie, la visite en octobre 2020, en août 2022, c'était incroyable. Il est arrivé là-bas avec son chef d'état-major, son patron des services secrets. C'est la première fois qu'on voyait les généraux algériens en face à face. On avait l'impression qu'on avait tourné une page. C'est ça qui était absolument incroyable. Ça veut dire, c'est vraiment un chaud-froid. On passe d'un système où le président va vraiment faire quasiment allégeance. Ça veut dire en venant, franchement, on voyait Bernard Rémier, qui était l'ancien patron de la DGSE, qui était là en face de son homologue. Et brusquement, c'est vrai que le tournant, ça a été quand la France a vu que finalement, que ces autres Européens, les Espagnols, les Allemands, faisaient du business maintenant au Maroc parce qu'ils reconnaissaient le Sahara occidental. À ce moment-là, ça a été vraiment le chaud-froid. Ça veut dire à ce moment-là, Emmanuel Macron, on est passé complètement dans un quand il est allé en visite d'État. Une volte-face. Une volte-face d'une façon absolument incroyable. Et en allant même très loin, à la conférence des ambassadeurs, il a même été dit, il dit, voilà, on va faire avec le Maroc, on va s'occuper de l'ensemble de l'Afrique, maintenant avec les Marocains. Ça veut dire, il tire l'ardoise magique sur toute une période, toute la période précédente. Et je pense que c'est ça qui est difficile, parce qu'effectivement, comme ça a été dit,
tout passe sauf le passé. Et donc, c'est vrai, on est dans un domaine. Et encore une fois, pour les Algériens, l'éléphant dans la pièce, c'est le Sahara occidental. Belkir Belhaddad, vous êtes d'accord, vous avez été surpris, vous, par justement l'annonce d'Emmanuel Macron, tonitruante, justement, de cette reconnaissance du Sahara occidental, alors qu'il l'avait déjà dit, me semble-t-il, au mois de juillet, mais effectivement, lors de sa visite d'État. J'étais extrêmement surpris parce que c'est une vraie ligne rouge, à la fois pour le Maroc et l'Algérie. Et je ne pensais pas qu'Emmanuel Macron franchirait cette ligne. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Stéphane Séjourné, justement parce que je connais très bien également la situation franco-marocaine. Et on est sur une ligne de crête et une doctrine qui consiste à aménager à la fois le Maroc et l'Algérie pour différentes raisons. Et là, donc là, il est sorti de la doctrine. Véritable changement de doctrine, parce qu'à un moment donné, effectivement, les choses n'avançaient pas du côté de la main tendue, des mains tendues qui ont été faites sur l'aspect mémorial, mais sur bien d'autres sujets. Vous disiez, ça vous a déçu, ça ? Ce changement diplomatique. Je ne dirais pas déçu. La position que moi je défendais personnellement en tant que président et en tant que président du groupe d'amitié, c'était effectivement de pouvoir favoriser à la fois les échanges avec l'Algérie et le Maroc, malgré effectivement les difficultés à travailler avec nos homologues algériens, et pour plein de raisons. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Et donc là, on peut dire stop, justement, dans cette relation franco-algérienne, dans cette volonté. Non, il ne faut pas dire stop. Non, il ne faut pas dire stop à cette relation. Il faut continuer, parce qu'on a des enjeux, notamment sur le plan sécuritaire. Alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des relations sécuritaires encore entre la France et l'Algérie ? C'est peut-être encore l'un des seuls domaines. Je terminerai juste là-dessus. C'est peut-être encore un des seuls domaines où il y a encore un peu d'échanges là-dessus, parce qu'on a un risque. Il y a encore des échanges là-dessus. En Syrie, bah oui, parce qu'en fait, mais moi, moi, ce que je crains, c'est qu'il n'y en ait plus et que les Français, notre territoire national, soient en prise à des enjeux de terrorisme, parce qu'on a un certain nombre de djihadistes franco-algériens qui pourraient être libérés et qui pourraient menacer à la fois le sol algérien et le sol français. Donc ça, c'est le risque. Nadia Henni-Moulay. Je veux bien rebondir par rapport à la question du Sahara occidental. Moi, ce qui me saute aux yeux, je pense que je ne suis pas la seule, c'est qu'on a quand même le sentiment que la décision de Macron de cet été, qui est un soutien, qui n'était pas d'une reconnaissance, puisque ce n'est pas dans ses mains, c'est dans les mains de l'ONU, c'est qu'on a quand même le sentiment que il n'y a aucune stratégie, que c'est une réaction, et qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait par rapport à des dossiers, parce que vous savez très bien qu'entre la France et l'Algérie, il y a énormément de choses qui se passent de manière silencieuse. Ce sont des coulisses, et vous êtes certainement mieux placé que moi pour le savoir en tant que parlementaire. Et donc, on a quand même le sentiment, moi, ce qui m'apparaît vraiment très visible, c'est que c'est une réaction qui ne répond à aucune stratégie, à aucun plan. D'ailleurs, c'est peut-être anecdotique, mais je trouve que c'est intéressant de voir que sur le site du ministère des Affaires étrangères, la carte du Maroc, il y a toujours écrit Maroc et Sahara occidental. Donc ça montre quand même des choses, puisque là on en est à trouver des indices pour comprendre cette volte-face. La France a tout à fait le droit de reconnaître la marocanité du Sahara, c'est pas le souci. La question, c'est aussi comment elle se positionne par rapport au droit international. Finalement, on dit que c'est un sujet qui concerne l'Algérie, parce que l'Algérie voudrait arriver à avoir cette côte atlantique. Mais quel est l'intérêt d'avoir une côte atlantique ? Mais quel est l'intérêt d'avoir cette côte atlantique quand on a la Méditerranée qui est un endroit beaucoup plus stratégique ? Donc l'Algérie, qu'on aime ou pas, qu'on critique ou non, elle est sur une position de principe qui est en phase, qui peut être ancienne, qui peut être datée, qui peut être esprit Bandung, mais c'est une réalité. Elle est sur cette position de principe qui s'appelle notamment le droit international. Rachel Binas. Je pense qu'il ne faut pas trop avancer sur la question du droit international, parce que je crois que l'Algérie s'en est depuis longtemps éloignée. On ne va pas, je vais finir ma phrase. Allez-y. On ne va pas revenir sur le cas Boualem Sansal qu'on a déjà commenté. On ne va pas revenir sur cet Algérien qui avait un passeport biométrique à jour et qui a été refusé d'entrer sur le territoire. On va y revenir sur Boualem Naman, l'influenceur. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était au temps de l'URSS. C'est-à-dire qu'un pays décide qui va rentrer ou qui ne va pas, alors même qu'il a la nationalité de son pays. Ensuite, sur le Sahara, sur la question du Sahara, en réalité, le malaise est bien plus antérieur que ça. On le sait. C'est-à-dire que le président Tebboune, à plusieurs reprises, avant même l'annonce d'Emmanuel Macron, avait repoussé sa visite. Déjà, ça ne sentait pas bon entre les deux. Je suis d'accord. La question du Sahara a accéléré la chose. Et on l'a dit, monsieur le député,
l'a répété à plusieurs reprises. Le président Emmanuel Macron est celui de tous les présidents de la République, c'est très facile de le vérifier, qui a fait le plus de gestes en faveur de l'Algérie. Et qui a beaucoup sous-estimé aussi, à mon avis. Je vais terminer, s'il vous plaît. Allez-y, terminez. J'aimerais bénéficier de la même courtoisie. Qui a, à plusieurs reprises, envoyé des signaux, tendu une main qui n'a pas été saisie. La question de la souveraineté de l'Algérie renvoie aussi à la question de la souveraineté de la France. C'est une souveraineté aussi qu'il faut pouvoir penser. Les rapports ne peuvent pas être uniquement unilatéraux. Il faut une réciprocité. Or, on le voit dans la plupart des accords, 68 et même d'ailleurs 62, il n'y a pas, 2007, il n'y a pas de réciprocité. Ça ne fonctionne pas. Et ça, il faut pouvoir le questionner. Antoine Gazer, est-ce qu'on rentre justement dans un rapport de force peut-être plus important maintenant qu'au moment où justement on parlait de dialogue avec la France parlait de dialogue avec l'Algérie sur la question mémorielle? En fait, c'est une France qui s'affaiblit sur le plan, comme chacun sait, économique et financier. Et vraiment, c'est les lunettes d'Emmanuel Macron, c'est les lunettes du business. Toute l'histoire de la reconnaissance du Sahara occidental, il y a vraiment des enjeux au niveau, non seulement pour des grands groupes, pour les chemins de fer, mais il est arrivé là-bas vraiment avec en chef de file des entreprises françaises. C'est ça le véritable enjeu. C'est que les Marocains favorisaient constamment les Espagnols pour un certain nombre de grands contrats, en particulier les TGV et autres. C'est ça, c'est Alstom, c'est vraiment l'histoire du grand groupe. Et Emmanuel Macron, il a changé complètement de braquet. Ça veut dire qu'il a passé l'ardoise magique sur toute la période historique, les relations franco-algériennes. En plus, la France, comme chacun sait aussi, l'armée française s'est fait virer de l'ensemble des pays du Sahel. Et donc, les relations avec l'Algérie aussi avaient changé par rapport au Mali, par rapport à ce qui se passait dans la région. Et donc, il y a eu vraiment une espèce de chaud-froid sur le Maroc, qui est une histoire de business. Et maintenant, Emmanuel Macron essaie de rebondir en Afrique en s'appuyant sur le Maroc. Ce qui, à mon avis, est pas très élégant. Et croire que les Marocains vont pas jouer leur propre carte et qu'ont besoin de la France pour aller ailleurs en Afrique subsaharienne, c'est une erreur. Et il faut savoir aussi que les Marocains, en ce moment, sont en train de proposer au Mali, au Burkina, au Niger, tous les pays sahéliens qui ont viré l'armée française, ils sont en train de leur proposer une sortie sur l'Atlantique par le territoire marocain. Donc il y a des enjeux géostratégiques qui font que les Algériens sont fous, furieux, parce qu'au niveau géopolitique, ils sont aussi, c'est pas simplement entre l'Algérie et la France, c'est pour ça que vraiment l'éléphant dans la pièce, c'est vraiment l'histoire du Sahara occidental, parce que ça change toute la géopolitique de toute la région. Alors, dernier contentieux en date, on le disait dans cette introduction, le TikToker algérien, donc Doualem Naman, qui donc se trouve en ce moment dans un centre de rétention en France. Il a vu sa rétention prolongée de 26 jours à la suite de la décision du juge des libertés. Il a été arrêté, je le rappelle, à Montpellier après cette vidéo donc publiée sur TikTok qui appelait à une sévère correction, je cite, de tout opposant politique au régime algérien. On va écouter ses avocats. Nous craignons unanimement une répression à outrance dans l'action de l'administration. Il s'agit, je pense, et nous en conviendrons, d'un tournant inédit dont notre client, dont la situation personnelle et familiale vous a été décrite. Cet homme fait les frais d'une action administrative aujourd'hui particulièrement répressive. Nous sommes assez clairs là-dessus. Nous ne souhaitons pas que les résidents algériens en France deviennent des fusibles des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France. Belkir Belhaddad. Donc ça, ce sont les avocats de l'influenceur. Évidemment, ce que dit la France, l'Algérie, d'abord, elle dit que l'Algérie n'a pas interprété les règles de procédure pénale, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, il avait été expulsé par la France et qu'une fois arrivé à Alger, eh bien, l'Algérie a refusé cette expulsion, l'a renvoyé en France en disant qu'il y avait des violations, on va le voir, violation de dispositions pertinentes de la convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974, que la partie française n'a cru devoir informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la mise en garde à vue, ni de la détention, ni de l'expulsion du ressortissant en cause. Donc ça, c'est la version
d'Alger. En revanche, la France, les autorités françaises, elles disent qu'elles avaient un arrangement signé en 1994 qui s'imposait par rapport à la convention consulaire justement de 1974 et qui disposait que le retour est un droit pour tout ressortissant algérien muni de documents en cours de validité, ce qui était le cas à travers justement les aéronefs des autorités algériennes. Donc là, on voit effectivement un contentieux à coup de communiqué d'un côté comme de l'autre et on se demande vraiment si on est proche de la rupture, tout simplement. On ne peut pas accepter les propos qui ont été tenus par ce TikToker, si je peux utiliser cette expression-là, et qui n'a plus rien à faire sur le sol français. Et donc, il était légitime de le renvoyer dans son pays. Je ne vais pas rentrer dans les débats juridiques, etc., mais à un moment donné... Parce que ça devient une affaire politique, on va y revenir. C'est pas seulement juridique. Voilà, tout à fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet politique et les conséquences de cette tension liée à la non-possibilité, effectivement, de faire rapatrier cette personne sur l'Algérie. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, la diplomatie reprenne son droit. Il faut... À mon avis, ça pourrait être résolu par la diplomatie. Par la diplomatie, mais à un moment donné, il faut aussi hausser le ton. Je suis assez d'accord avec les propos et les propositions qui sont tenues par Gabriel Attal sur le contexte, c'est-à-dire hausser le ton. Et on a différents leviers pour ça. On a effectivement la possibilité d'intervenir sur le nombre de visas. Ça s'est fait sur le passé, pour d'autres raisons, à l'occasion du Covid. Mais j'entends dire également la remise en cause des accords de 1968, c'est ce que dit Gabriel Attal. Ouais. Donc, ça serait... Un levier possible. Ce serait un levier possible, sauf qu'à un moment donné, il faut que derrière, on puisse reparler avec les Algériens, qu'on puisse dire ce qu'on veut dans cette relation. Aujourd'hui, il n'y a aucune feuille de route, aucune stratégie mise en place. De quel partenariat voulons-nous avec l'Algérie? Tout ça, c'est pas dit. Et dans tous les non-dits et tous les malentendus qui ont pu être cités, celui-là, on fait partie, on n'a aucune stratégie aujourd'hui avec l'Algérie. Et donc tout le reste, les aspects juridiques, on peut se renvoyer à la figure de part et d'autre toutes ces difficultés-là. Mais si derrière, on n'avance pas sur le plan diplomatique et sur finalement la remise à plat, sans parler forcément des accords de 68, mais la remise à plat de nos relations entre les deux pays, je pense que la voie de sortie, elle se trouve à ce niveau-là. Dans la séquence diplomatique. Mais on a l'impression que là, on est plutôt dans une séquence politique, Belkir Belhaddad, puisque donc vous parliez de Gabriel Attal qui dénonce cet accord de 1968. Gérald Darmanin, lui, le garde des Sceaux, on l'a entendu, veut supprimer cet accord franco-algérien de 2012. Vous me disiez que c'était 2007, il dit 2013. Bon, on va écouter d'ailleurs Valérie Pécresse, c'était ce matin. Il y a l'accord de 2013, celui qui autorise tous les dignitaires algériens à circuler librement, à venir se faire soigner en France. Avec passeport diplomatique, dit Gérald Darmanin. Dès lors qu'ils ont un passeport diplomatique. Et ça, il faut le supprimer. Oui, ça. et puis je pense quand même que c'est le pouvoir algérien qui est responsable aujourd'hui de cette montée des tensions. Donc c'est le pouvoir algérien qu'on doit sanctionner en premier. Et je pense que ce sera plus douloureux. Ils apprendront ce que c'est que d'aller se faire soigner ailleurs qu'en France. Voilà, donc ça serait effectivement une remise en question, revenir sur cet accord intergouvernemental Nadia Henni-Moulay qui permet justement à la nomenclature algérienne de se rendre en France sans visa. Oui, mais sur la question des soins, c'est déjà le cas. Ils vont plus vraiment en France, ils vont dans le Golfe, ils vont dans différents en Turquie effectivement. Donc c'est plus vraiment le cas. Juste enfin, ça serait quand même frappé, je dirais. Un accord entre la France et l'Algérie important symbolique, quand même pour les Algériens, ou symbolique. Et effectivement, je pense que si on doit y arriver, on y arrivera. On est quasiment dans une rupture diplomatique. Il n'y a plus d'ambassadeur algérien en France. Donc, excusez-moi. L'ambassadeur Omaté n'a plus aucun contact avec les représentants algériens. On est déjà présent dans une rupture diplomatique. Je voudrais quand même revenir sur la question des TikTokers et des gens... Alors moi, je suis assez triste et de ce que j'entends dans les réseaux franco-algériens, c'est que les gens sont vraiment agacés d'être assimilés à des personnages pareils. Et je pense que les médias
en France, doit faire l'effort de ne pas faire d'amalgame, parce que là, c'est une réalité. Les Algériens ne se sentent pas représentés, et tout bon journaliste... Par cet influenceur en particulier. Mais il y en a 4 autres, d'ailleurs, il y en a d'autres. Et je rappelle quand même que ce soit cet influenceur dont j'ignorais totalement l'existence, ou la femme qui s'appelle Sofia Ben Lehman. Voilà. C'est une femme qui est souvent sur les réseaux sociaux, qui a, je crois, 300 000 abonnés. Donc pour avoir 300 000 abonnés, il faut quand même du temps. Je suis assez étonnée qu'elle n'ait pas eu d'affaires ultérieures avec la justice, qu'on ait attendu cette crise pour comme rajouter du feu au feu, si vous voulez. Mais ce que je voulais dire également, c'est que ces TikTokers sont moins un symptôme de l'Algérie que des GAFAM, que des réseaux sociaux. Et dernier point, d'ailleurs, la diaspora algérienne, dans son ensemble, n'a pas vraiment été parce qu'on parle beaucoup du fait qu'il y aurait des réseaux algériens financés par l'Algérie. C'est totalement faux. Si, c'est tout. Merci de votre courtoisie. Merci de votre courtoisie. Mais j'accepte qu'on débat, il n'y a pas de souci. Donc le pouvoir algérien ne finance pas de soft power. Le pouvoir algérien n'en a que faire de sa diaspora. S'il y a une prise de conscience, c'est qu'elle est très récente. Je rappelle quand même que le Hirak n'a pas du tout été mis en avant par le pouvoir algérien, bien sûr, mais surtout, il n'a pas du tout été soutenu par Emmanuel Macron au début. Il l'a soutenu du bout des lèvres. Donc, penser que, en fait, cette diaspora, elle serait au service du pouvoir algérien, c'est totalement une erreur. Rachel Binas, pour revenir, redonner un peu de contexte aux téléspectateurs, 4 autres influenceurs, donc en plus de celui dont on venait parler, ont été arrêtés, dont cette TikTokeuse que vous venez de mentionner, Sofia Ben Lehman, qui, elle, est poursuivie, je cite, pour provocation à commettre un crime ou un délit, menace de mort par image, donc ce sont effectivement des accusations graves. Et puis les autres également sont accusés donc d'inciter à brûler vif, tuer et violer. C'est ça, les 5 donc sont... Au total, c'est 5 influenceurs algériens. Votre réaction, Rachel Binas, à ce qu'a dit Nadia Henni? Il y a beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire de fautes, qui ont été commises. Je vais revenir juste sur les plus grandes, mais qui sont, encore une fois, très facilement vérifiables. Dire que le gouvernement algérien se moque de la diaspora algérienne en France et qu'il ne regarde pas ça, alors, non seulement c'est méconnaître les propos de Tebboune lui-même, il y a quelques jours, sur un marché, expliquant, je vous l'ai fait en français, à mes sœurs et à nos sœurs et à nos mères, algérienne en diaspora, vous ne devez pas vous faire humilier par le gouvernement, etc. Notons au passage, par le gouvernement français, notons au passage que les Algériens sont la première nationalité à arriver par la route de l'Espagne et de la Méditerranée, donc pour trouver refuge, notamment en France, tous les perdants, on va dire, du système du régime algérien. C'est la première nationalité, c'est la première nationalité, la première nationalité, et ensuite les Marocains. Si vous voulez qu'on parle de stratégie, on va parler de Karim Zeribi, on va parler de la grande... C'est tout récent. Les Algériens sont en France depuis les années 20. On va parler de la grande mosquée. Donc venez pas me parler de stratégie. Madame, je ne viens pas vous parler, si vous voulez. On va rester courtois. Je parle à tout le monde et je parle aux téléspectateurs. Oui, mais on peut rester courtois. Mais je vous ai on reste courtois. On peut parler de la grande mosquée, qui n'est pas toute récente et qui est financée directement par le pouvoir algérien. C'est une ligne du budget. Il faut d'ailleurs être algérien pour en être membre. Mais pour en revenir... Tebboune, et c'est d'ailleurs Hafiz qui était à la tête de la campagne électorale en France de Tebboune. Donc dire qu'il n'y a pas de réseau, c'est soit une méconnaissance, soit une forme de malhonnêteté. On va dire on a vu son impact dans les décisions politiques et électorales d'Hafiz sur la campagne, sur les Français d'Algérie. On parlait d'amalgame, sur Boualem Sansal. Moi, j'aurais vraiment aimé que, et c'est pas encore trop tard, que justement ceux qui font partie des relais aujourd'hui d'Alger se manifestent. Ça n'a pas été le cas. Mais qui sont ces relais d'Alger? Est-ce que vous pouvez donner des noms? Oui, je viens de vous en donner, mais je peux vous en donner d'autres. J'ai même écrit un article dessus, je vous l'enverrai. J'ai même écrit un article là-dessus. Avec plaisir. J'aurais aimé qu'ils se manifestent, ça n'a pas été le cas. Sur l'antisémitisme, aujourd'hui, qui est le cas du gouvernement, du régime, qui parle, souvenez-vous du communiqué, de France macronito-sioniste. J'aurais aimé justement entendre aussi ces relais dont je viens de vous parler réagir. Et c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui est malade. Alors bien sûr, au royaume d'Alger. Et il y a aussi une difficulté pour la France de réagir. Dernière chose, et je m'arrêterai là-dessus, quand on parle
la communauté algérienne, il faut faire attention parce qu'en effet, elle est multiple, parce qu'elle est kabyle, parce qu'il y a ceux qui se sont réfugiés. Et elle est nombreuse, parce qu'il y a ceux qui se sont réfugiés pour fuir justement un régime totalitaire. Et je pense à ce lanceur d'alerte, justement, qui reçoit beaucoup de messages de haine et de mort très forts. Il y a en effet ceux qui sont des relais, résultats des réseaux sociaux. Non, c'est plus profond, ça. Revoyez vos fiches, madame, excusez-moi. Laissez-la finir. Pardon. Non, madame, allez-y, je ne rentre pas dans l'invective. Terminé, Rachel Guinness. Et je crois vraiment que cette communauté, elle est multiple et il faut l'aborder sous ce sens-là. Il n'y a bien sûr pas que des relais d'Alger, mais il y a aussi des relais d'Alger. Et il faut pouvoir le penser. Anton Glaser, là-dessus. Franchement, d'abord, je connais mal toute cette affaire algérienne. Mais ce que je sais, c'est que, comme on dit en Afrique, quand deux éléphants se battent, c'est toujours l'herbe qui souffre. Et si on supprime les accords, par exemple, de 1968, qui permet justement à des Algériens d'ouvrir, d'avoir un petit commerce et hausse en France, tout ce genre de choses, on va casser... Parce que cet accord de 1968, il donne un statut particulier aux Algériens, il faut le rappeler. Absolument. Il est devenu de plus en plus restrictif, me semble-t-il aussi. Oui. Mais ils ont toujours, effectivement, un statut particulier. Tout à fait, on peut ouvrir notamment un petit commerce. Sur le papier. Sur le papier, c'est pas si simple que ça. Mais je vais dire, mais encore une fois, c'est... Pour moi, je reviens toujours, et je ne vais pas réitérer ça 10 fois, mais ce n'est pas une affaire franco-algérienne pour moi. Ça veut dire qu'il faut dépasser ça. C'est vraiment une affaire de l'Algérie et du Maroc. Voilà, c'est un problème entre l'Algérie et le Maroc. Et avec une position de la France quand même bien tranchée. Oui, mais du coup, la France va servir de punching ball. Est-ce qu'on va accepter de servir de punching ball à l'Algérie et au Maroc ? Ils vont nous utiliser, ils vont nous instrumentaliser. Ils ont instrumentalisé Macron. Franchement, il faut revoir ce dîner absolument incroyable d'Emmanuel Macron en août, 26 août 2022, à Alger. C'est un autre homme. Et je veux dire, et quand il est arrivé à Rabat en 2024, on est dans un autre monde. Et la France est punching ball entre l'Algérie et le Maroc. Il ne faut pas se laisser instrumentalisé comme on est en train de le faire. Belkacem Belhadad, c'est un punching ball, la France, entre l'Algérie et le Maroc? C'est un combat de coq en ce moment, oui, effectivement. Mais je pense qu'il faut réussir absolument à s'en sortir. Moi, je suis très mal à l'aise sur justement cet accord de 68 et cet accord de 2013, que donc Valérie Pécresse parle plutôt de l'accord de 2013. Il avait été évoqué par l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, qui n'est autre qu'un sympathisant de Zemmour. Donc, lui est favorable à une remise en question. Il faut y voir aussi. Mais Gérald Darmanin demande, il annonce, il veut supprimer cet accord. Mais à l'origine, c'est lui qui a été à l'origine d'une demande de remise en cause. Il n'était pas le seul. Et Édouard Philippe, en effet, fait partie. Édouard Philippe fait partie aussi. Mais dans la foulée, oui, pour éviter qu'effectivement les LR s'emparent rapidement du sujet. Mais derrière, il y a 2027 en ligne de mire. Monsieur Driancourt connaît très bien quand même l'Algérie. Oui. Vous ne pouvez pas le lui enlever. Non, je ne peux pas lui enlever. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une volonté de certains, et notamment de l'extrême droite, d'en rajouter. Et voilà, je pense. Donc ça ne serait pas efficace, je veux dire, ce rapport de force, parce qu'au final, c'est ce que voudrait faire la France, c'est-à-dire faire un peu monter les enchères aussi de son côté, parce qu'elles se sont humiliées par l'Algérie, et ensuite l'Algérie qui va faire monter les enchères de l'autre côté. Et c'est ça l'escalade à laquelle on assiste. Et donc supprimer ces accords de 2012, c'est une façon de dire à l'Algérie, bon... Ça ne réglerait pas forcément grand-chose pour moi, parce que dans les faits, en fait, ils sont très peu appliqués. Moi, j'ai été concerné par cela, notamment sur les questions de regroupement familial, en termes finalement d'une plus grande liberté dans la mise en œuvre en fait du regroupement familial. Quand on regarde dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Ça, c'est l'accord 68. L'accord de 68. Voilà. L'accord de 68. Et donc, ça ne résoudrait pas forcément les difficultés que l'on rencontre dans cette escalade, finalement, où vous parlez de punching ball tout à l'heure. La question des visas est beaucoup plus, pour moi, et la circulation des personnes est beaucoup plus impactante, pour moi, en termes diplomatiques, que n'importe quel autre dispositif. Cet accord de 2012 inclut la question des visas, justement, puisqu'ils peuvent rentrer en France sans visa, cette nomenclatura. Donc c'est ça qu'il faudrait
changer. Qu'il faudrait, j'ai pas dit qu'il fallait qu'il fallait changer cela, mais en tout cas, il faut réussir à le mettre sur la table effectivement, et c'est au gouvernement effectivement de faire cette proposition-là. C'est une façon de faire pression sur l'Algérie. Oui. À un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment donné où il faut hausser le ton. On parle un peu comme Nadia Enimoulaï. Excusez-moi, merci. On parle un peu comme s'il n'y avait pas l'Union européenne. Il me semble qu'il y a la question des visas Schengen, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Algérien qui fait une demande et qui demande un visa en France et que cette demande est rejetée, il va avoir un visa Schengen qui va lui permettre d'aller en Espagne, comme le font tous les gens d'Afrique subsaharienne. Exactement. Donc, on fait comme si... et c'est très intéressant parce que quand j'ai vu l'intervention de Bruno Retailleau juste avant la publication du communiqué de presse d'Alger, il a un peu parlé comme si la France était en mesure de faire un bras de fer. Et il m'a fait penser, il y a eu un peu la rhétorique trumpienne quand il parle des droits sur les tarifs douaniers. Mais en fait, la France n'est pas toute seule, sauf erreur de ma part. Il y a un accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, accord d'ailleurs qui est extrêmement défavorable à l'Algérie. Et c'est aussi pour ça, ça c'est aussi une source de tension. Petit chiffre, sur 1 000 milliards d'échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Union européenne et l'Algérie, entre 2003 et 2023, on a eu 13 milliards d'investissements de l'Union européenne pour un retour sur bénéfice pour l'Algérie d'1 milliard. Ça, c'est un vrai sujet de crispation, bien plus que la question des TikTokers, que je ne soutiens pas, bien sûr. Rachel Binas, sur cette question des visas. Alors, sur le fameux accord d'association, il doit entrer en renégociation à partir de février au sein de l'Union européenne. D'aucuns appellent d'ailleurs la suspension de cette renégociation tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Donc c'est une manière de faire pression sur l'Algérie pour une libération éventuelle de Boualem Sansal, c'est ce que vous dites, l'objectif. Ensuite, sur les visas, en effet, il y a plusieurs types on a parlé là des visas dans le cas des passeports diplomatiques. C'est-à-dire que depuis un accord de 2007 ou 2013 selon la personne qui vous parle, vous n'avez pas d'obligation quand vous faites partie de cette nomenclature algérienne, vous n'avez pas à avoir de visa et vous pouvez justement vous pouvez circuler en France. Et c'est aussi ces liens particuliers qui datent de 2007, mais même d'avant, qui aussi font que, par exemple, un certain nombre, je vais pas les citer sur ce plateau, mais un certain nombre de ministres algériens envoient aussi leurs enfants faire poursuivre leurs études en France, dans ce même pays qui, encore une fois, qu'ils qualifient de macronito-sioniste. Mais passons, on n'est pas à deux ambiguïtés ou deux confusions près. Il y a ces titres et il y en a d'autres. Il y a les 200 000, en effet, 300 000, 400 000, même un peu plus, sous le temps de Hollande, visas accordés aux Algériens. En effet, si on ne les accorde pas, on peut se dire que l'espace Schengen prévaut et qu'il suffit d'aller dans un autre pays et de circuler librement. Et puis, il y a les 30 000 titres de séjour longue durée donnés aux Algériens. Voilà pour le petit tableau, pour l'ensemble des relations. Ça permet d'avoir des médecins, notamment dans les services d'urgence en France. Bon, je ferme la parenthèse. Un mot, Antoine Glaser, justement. On voit ce bras de fer. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que l'Algérie a besoin de la France ? Est-ce que la France a besoin de l'Algérie ? Parce qu'en fait, c'est ça qui serait quand même intéressant. Ici, quand on est à Paris, on pense tout de suite, c'est notre paternalisme ambiant, que l'Algérie a vraiment besoin de nous. Et en fait, maintenant, l'Algérie, évidemment, avec la Chine, la Russie et autres, très honnêtement, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, comme les autres pays sur l'ensemble de ce continent. Et il ne faut pas croire que la France... Vous en êtes sûr de cela ? Sur les médicaments, il y a une bien sûr, j'en suis certain. Elle dit dépendance sur les médicaments. Sur les médicaments, il y a une dépendance. Il y a une dépendance. Et on n'est pas dépendant au niveau du gaz et du pétrole ? Non, très peu. Sur le gaz, 8%. Oui, mais allez demander aux céréaliers, en ce moment, les céréaliers français, la tête qu'ils font en ce moment, parce que, évidemment, les céréaliers russes, ils sont au Maroc, ils sont en Algérie, donc ils sont partout. Donc vous dites, la France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin de la France. Je n'ai pas étudié ça, ligne par ligne, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que pourrait avoir une rupture avec l'Algérie. Belkir Belagad. On a une formidable chance avec ce pays, l'Algérie, en matière de transition écologique. On a des défis considérables, notamment sur le volet climatique, sur le volet économique, sur la langue française qui est parlée encore et enseignée. Beaucoup d'Algériens parlent cette langue, etc. On a beaucoup à faire avec l'Algérie. Moi, je regrette cette situation là. Ça pouvait être autrement, prisonniers par ce passé. Est-ce qu'il pouvait en être autrement ?
en fait. Oui, à partir du moment où la France a fait le choix du Maroc sur le Sahara occidental, est-ce qu'il pouvait en être autrement? Est-ce que c'est pas l'œuvre de Macron, tout simplement? Il y a quelque chose sur cette question-là, est-ce que ça pouvait être autrement? Vous savez, c'est comme dans le sport, pour faire une belle rencontre, il faut 2 belles équipes, d'accord, et il faut 2 interlocuteurs qui ont envie de faire des choses ensemble. Et c'est pas le cas forcément aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, le travail parlementaire que nous faisons à travers les groupes d'amitié, son travail, c'est justement de faire en sorte que lorsque la diplomatie officielle n'est pas au rendez-vous, que nous puissions, à notre niveau, puissions continuer à échanger le nombre. Donc c'est ce que vous faites aujourd'hui au sein d'associations, du groupe nombre d'acteurs économiques, le nombre de personnes qui me disent on a envie d'aller en Algérie, on a envie de travailler avec l'Algérie. Ce serait une folie que de suspendre ou d'interrompre ces relations, malgré cette crise profonde. Cette relation, on a connu par le passé, mais on doit être capable collectivement de la dépasser. Mais il y a un durcissement quand même du côté d'Alger. Oui, moi je ne dis pas que les responsabilités ne sont pas partagées. Attention, je n'idéalise pas ni Alger ni Paris. Mais je pense que sur cette séquence, si on regarde depuis l'Algérie, crimes coloniaux, quand Macron était candidat à l'élection présidentielle et qui fait cette sortie à Alger, et aujourd'hui, on voit bien en fait qu'il y a eu une absence de stratégie. Or, en fait, s'il y a bien un pays avec lequel il fallait mettre en place une stratégie, avec des exigences et des attentes, c'était bien l'Algérie. On ne peut pas dire que ce qui se passe avec la gestion de Macron, elle trahisse une stratégie extrêmement bien construite. Mais est-ce que le président Tebboune, justement, n'a pas fait exactement ce que Emmanuel Macron ne voulait pas qu'il fasse? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il s'attendait à un autre président Tebboune lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron? Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'il a suivi un certain nombre des recommandations du fameux rapport Stora, de Benjamin Stora, l'historien, qui avait mis au point donc un rapport avec un certain nombre de préconisations et de gestes qu'il préconisait, qu'il conseillait au gouvernement pour justement tendre une main. Cette main, encore une fois, elle n'a pas été saisie. C'est très difficile parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne s'adresse pas à un pays tel que l'Espagne, l'Italie ou même les États-Unis. C'est un pays autoritaire, un pays fermé, un pays qui n'a pas développé son tourisme, contrairement au Maroc et à la Tunisie qui auraient pu le faire. Et c'est un pays où toute une jeunesse fuit vraiment ce pays-là. Les médecins qui viennent, beaucoup, ce sont des médecins qui n'arrivent pas, ils vous racontent, il faut les écouter, qui ne peuvent pas exercer dans de bonnes conditions en Algérie. Et ça, il faut pouvoir vraiment l'entendre parce que, quelque part, les premiers perdants de ce régime algérien, mais c'est les Algériens eux-mêmes. C'est les Algériens eux-mêmes. Antoine Gazer, est-ce que ça peut aller encore plus loin, ces frictions entre aujourd'hui l'Algérie et la France? C'est-à-dire vraiment, là, elles sont au point mort, mais est-ce qu'on est dans une rupture aujourd'hui? Malheureusement, oui, bien sûr, ça peut aller toujours beaucoup plus mal, mais je veux dire, ce qui est absurde... C'est inédit, vraiment, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui. Mais il suffit de regarder à partir du moment où je suis d'accord que le régime algérien utilise cette affaire du Sahara occidental pour aussi se renforcer, en particulier les militaires, qui ont des budgets de 20 milliards de dollars, des budgets absolument immenses, et c'est vrai que ça permet de cristalliser par rapport à la France. Mais encore une fois, c'est encore les gens qui vont souffrir de une situation, alors que si vous regardez bien sûr une carte, vous voyez, c'est pas possible de se fâcher avec l'Algérie, il suffit de regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a en face de Marseille? Il n'y a pas de miracle. Nadia Moulaï. Moi, je ne pense pas du tout que les Algériens soient instrumentalisés. Je suis désolée, sur la question du Sahara occidental, c'est pas un sujet qui fait la une, c'est pas un sujet qui déploie les foules finalement, c'est un sujet juste qui renvoie à la question de qu'est-ce que c'est que l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays qui respecte le droit international. C'est pas moi qui le dis, c'est un sujet qui est traité à l'ONU. C'est vraiment ça, et je pense qu'on n'arrive pas à le comprendre. Sur la question du tourisme, je pourrais rebondir sur plusieurs choses que vous avez évoquées. Les Algériens ne cherchent pas forcément à développer le tourisme, en fait. Ils ont envie d'un tourisme qui soit plutôt qualitatif. Enfin, on pourrait en parler des heures, je suis désolée, mais c'est un peu une réalité. Penser que l'Algérie est un pays... Alors oui, tout ne va pas bien, je suis d'accord avec ça, tout ne va pas bien. Et d'ailleurs, le Hirak, les Algériens l'ont montré, qu'ils étaient capables d'être dans la critique et l'autocritique. Ceci dit, c'est un pays quand même qui essaye de développer une économie. Tout n'est pas rose. Effectivement, il y a eu un durcissement dans les libertés publiques, dans la question de la presse. Mais de la même manière...
en France, je suis désolée, on n'est pas mieux de la... Je peux finir ma phrase, merci. Est-ce que je peux finir ma phrase? Merci. Donc de la même manière, on a des lois en France qui ont été épinglées par des ONG dédiées aux droits de l'homme, type la loi SILT, qui est passée sur le terrorisme, qui introduisait dans le droit commun des mesures d'état d'urgence, la loi de séparatisme, etc., etc. Et en fait, vous mettez les deux sur le même plan. Sur ça, je finirai juste sur ça. C'est que je pense que l'Algérie, comme d'autres pays, ne supporte plus cette condescendance de certains États qui viennent pour déjà les voir comme des marchés et leur faire la leçon. L'Algérie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, veut être considéré comme un pays qui parle d'égal à égal à ses homologues. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie. On fera d'autres émissions parce qu'on voit bien que le débat est totalement passionné. Merci beaucoup Belkir Belhaddad d'avoir été avec nous ce soir. Antoine Glaser, Rachel Binas, merci Nadia Enimoula. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.